Tu veux qu'on fasse comment, Tom? Je parle à Conrad, je te regarde. Il est pas à l'aise le petit, donc. Je fais pas les interviews. Mais c'est pas grave. Alors, tu peux peut-être commencer par nous dire qui t'es, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui t'es, c'est quoi ton projet On est au Sable d'Olonne, que à 4 jours, et du coup ça me fait frissonner un peu d'entendre ça, mais de 4 jours de départ de Vendée Globe. J'en ai travaillé avec cette équipe et dans la préparation de ce bateau depuis 3 ans, acharné avec plusieurs transatlantiques, le course de préparation, qualification, sélection, parce qu'il a une flotte de 40 bateaux ici dans le port. Et du coup, pour moi, la raison qu'on est ici avec Carriole et mon bateau, c'est parce que évidemment on partage les valeurs qui sont en commun. Et manifestement, ça se montre avec, ils sont un peu sales, mais les panneaux solaires. Donc, on a le bateau qui est le plus équipé en puissance solaire dans la flotte, avec 31 panneaux solaires pour une puissance totale de 2800 watts. 2800 watts. Oui. Et avec ça, tu es en totale autonomie? En solaire, oui. T'as besoin d'un groupe du coup? Non, pas de groupe, que en solaire, qui est augmenté par les petites turbines qui s'appellent hydrogénérateurs. Donc ça génère pas l'hydrogène, mais ça génère la puissance avec l'hydro, avec de l'eau, l'hydro. Et du coup, je peux plonger les hydrogénérateurs derrière le bateau. Et du coup, avec l'écoulement d'eau qui court en dessous la carène, ça va tourner la turbine et donc charger les batteries. J'ai une petite question pour toi, avant de rentrer dans ces questions énergétiques, parce que c'est une question qui me... C'est quoi tes sensations, tes émotions avant d'affronter 3 mois ce qu'on appelle l'Everest TMR. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens plutôt bien. Heureusement, c'est pas ma dernière... Je me sens plutôt bien parce que c'est pas ma première tour. Là, ça va être ma 4e tour du monde et ma 2e Vendée Globe. Donc le solitaire, je sais comment gérer et du coup surtout les particularités qui se présentent sur ce parcours qui est vraiment le summum de tout ce qu'on fait. C'est le niveau le plus haut qui existe dans la course à large et surtout d'affronter le mer du Sud, notamment en solitaire. Il n'y a rien plus rigoureux, plus demandeur que ça. Ceci dit, je me sens plutôt bien. On sent que tu as vraiment une ADN de respect de l'environnement, on a l'impression que tu as un challenge sur la décarbonation. En grandissant en Nouvelle-Zélande, donc c'est inné. Dès gosse, ma mère, elle me poussait pour avoir beaucoup de respect pour la nature, le monde naturel autour de moi. On a toujours récolté les déchets qu'on trouvait à la plage et du coup on faisait les pâtés de sable et ensuite on faisait les séances de nettoyage plage à tout âge. Et du coup ça vient de ça. Et du coup en 2016, quand je me suis lancé dans la première Vendée Globe, je voulais que le projet porte à valeur forte et surtout un message. Et le message, c'est qu'on est capable de le faire, on est capable de se décarboniser. Et je voulais montrer ça en faisant le premier tour du monde sans énergie fossile dans l'histoire de l'événement. Et il y en a plusieurs qui ont tenté et c'est moi qui l'ai réussi. Et du coup, je suis très fier d'être le premier, mais jusqu'ici déçu d'être le seul. Parce que je veux que ça se devienne évidemment le plus démocratique possible, qu'on est capable d'apporter les solutions techniques pour vivre autrement. Et du coup, pour moi, la course à large, c'est une évidence. On est poussé par le soleil, par le vent, on devrait être chargé par le soleil. Et en plus, il n'y a pas de tension avec la performance. Parce que là, le bateau est super fiable avec ses panneaux solaires. Le fait que ça charge dès que le jour se lève, en fait, ça enlève une énorme charge mentale de ma part parce que je suis moins en train de gérer les besoins énergétiques du bateau parce que ça se gère tout seul. Et ça te rend plus performant en fait. Et ça me rend plus performant. Enfin, plus libre d'esprit. Plus libre d'esprit, le bateau est plus léger, c'est plus fiable, j'ai une redondance totale parce que j'ai 2 sources d'énergie, chacun qui est capable de fournir tous les besoins de bateau. Au lieu de tout miser sur une génératrice en gasoil et ensuite quelques panneaux solaires,
un peu plus pour la figuration comme fait les autres bateaux. Moi, je 100% en redondance et du coup, je pars serein là-dessus. Et j'ai une question, parce que tu as un bateau de 2007, ouais. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, qui a fait plusieurs Vendée Globe, ouais. qu'on a fait des entiers et qu'on a fait des... des demi. Il a fait des demi Vendée Globe. Ouais. Il a une belle histoire, il a eu des beaux skippers. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est une question de fierté de se dire, parce que c'est pareil, dans la décarbonation, réutiliser, prouver qu'on est capable de performer avec des bateaux qu'on fait évoluer, qui ont plus de quasiment 20 ans. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'en termes c'est beau par rapport à construire de nouveaux bateaux. Est-ce que c'est vraiment une volonté de ta part? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que tu es fier en gros d'avoir un des plus vieux bateaux de la flotte ou... C'est pas mais un des plus vieux. Et oui, tout à fait. Je suis ravi de pouvoir ressouffler un petit peu de jeunesse dans cette vieille carcasse. C'est beau. Parce que oui, effectivement, c'est un bateau qui a eu une histoire compliquée avec le Vendée Globe. Mais en fait, le bateau, il est immense et du coup, il faut avoir une idée de la taille de bateau. 18 mètres de long et 5 mètres 50 de large. Et l'année dernière, avec mon équipe, on a pensé tout le bateau jusqu'au carbone noir partout. Donc on a enlevé tout le poids de mastic, de peinture et tout ce qu'il avait accumulé depuis ces jeunes jours. Et surtout, ça nous a ramené jusqu'à la structure du bateau, qui on a augmenté. Et du coup, on a collé soigneusement plus de couches de carbone ici sur le bordé et là sur le pont aussi. Il y a eu des petits... pour éviter les craquements qu'il a déjà eu. Et surtout, on a construit les poutres en dessous le pont du bateau pour que l'ensemble du bateau, le poutre navire, bouge moins et du coup, il est capable de faire la distance. Je sais que tu adores le vélo. Oui. Donc j'adore le vélo, j'en ai fait le vélo en tant de sportif et aussi passionné. Passionné pour le sport et aussi pour le transport. Et en fait, ma difficulté, c'était toujours que j'aimais bien transporter moi-même et du coup avec un sac à dos un peu plus, mais dès que on parle de transporter le matériel professionnel, ça veut dire que c'était jusqu'ici, c'était un camion. Et du coup, même si j'ai un camion électrique, j'adore le vélo, j'adore le transport léger. Et du coup, le fait de... Non, surtout pas. Donc ça, c'est un vrai atout. De pouvoir à la fois avoir un appareil qui est capable de, à basse vitesse, être en sécurité, même dans la foule, quand on voit aujourd'hui, et aussi ensuite de tracer la route sur la route. Donc le principe d'avoir quelque chose polyvalent qui peut agir dans tous les domaines, c'est un super atout. Oui. Ça t'a plu. Est-ce que ça t'arrive... J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que ça t'arrive des moments vraiment difficiles quand tu es seul dans l'eau, ou tu te demandes pourquoi tu es là, et c'est quoi ton énergie pour avancer? Ça, c'est ma première question. J'imagine que ça doit t'arriver, comme des aventures entrepreneuriales ou d'autres, mais aussi, je suis curieux de t'entendre. Je pose des questions plus dans la phase purement entrepreneuriat et gestion de projet, et montage de projets et recherche de partenaires. Parce que pour se lancer dans le Vendée Globe, il faut y croire en soi, dans le projet, dans l'événement. Et en fait, le Vendée Globe, ça m'a ramené ici en France. Moi, j'étais en train de fabriquer le vélo en titane. J'avais lancé ma première boîte en faisant ça. J'étais un sportif de VTT et j'ai décidé de tout plaquer, tout ce que j'avais construit, pour recommencer à zéro. Même le langage, tu vois, j'avais pas de réseau, je connaissais personne, je n'avais jamais visité la France, je parlais japonais comme deuxième langue. J'avais tout à refaire. Et du coup, il faut y croire dans le projet. Et certainement, il y a des moments où je souhaite de baisser les bras parce que j'y crois tellement et du coup, c'est par moments frustrant de ne pas avoir le même retour en face ou de ne pas avoir arrivé avec le bon moment, avec les bonnes personnes. Et du coup, de galérer de trouver les partenaires en face. Donc ça, c'est le moment le plus difficile dans la vie de projet. Mais une fois lancé en mer, ça pour moi, c'est le plaisir. C'est l'action, c'est pour ça qu'on fait ce genre de course. Et du coup, une journée
un peu bas de régime émotionnellement, c'est jamais plus dur que ce qu'on trouve à terre, je trouve. Et du coup, le fait d'être loin, le fait de pouvoir seul, je trouve que ça donne plutôt de puissance que ça donne la frayeur. Donc, ouais. Ouais. C'est bien, c'est un beau témoignage, je retrouve en parallèle avec des histoires d'entrepreneurière. Oui, j'imagine pour toi aussi. Ouais. Depuis l'idée à fabriquer ça, les financements. Ouais. J'ai une question parce que tu as l'air d'être quelqu'un d'assez passionné, d'assez romantique. Et moi, quand je pense au Vendée Globe, je pense. Moi, je regardais ça de loin, on est une famille un peu de marins, mais moi, je pense à Pete Goss qui va sauver Dinelli. C'est cool. Et tout à l'heure, je parlais à ton équipe et on m'explique qu'aujourd'hui, tu as Starlink à 500 balles par mois, tu es connecté partout. Ouais. Est-ce que tu as C'est quoi ton sentiment là-dessus? Est-ce que tu trouves que ça perd un peu de romantisme? Oui, franchement, je suis partagé là-dessus. Parce que j'ai presque l'impression d'être un vieux loup de la mer à 40 ans, tu vois. Et du coup, parce que je connaissais l'époque d'avant où oui, on avait connexion satellite, mais c'était super cher. Et du coup, c'était réservé pour 2 connexions par jour pour télécharger la météo. Et ensuite, tu préparais les mails, le carnet de bord. Et du coup, j'ai eu presque cette conversation avec moi-même de comment je vais faire vivre cette journée ou cette expérience dans les yeux de grand public. Et du coup, c'était vraiment cette discussion avec moi-même avant de m'asseoir et composer le mail et l'envoyer. Et du coup, maintenant, sans être vieux avant mon âge, tout va beaucoup plus rapidement. Et du coup, j'ai la connexion constante en temps réel avec WhatsApp. Et du coup, les choses sont un peu moins réfléchies, c'est plus instantané. Je peux envoyer les messages vocaux au lieu de m'asseoir et composer un message. Donc je sens vraiment que c'est une autre approche. Je trouve qu'il a moins cette notion de m'accompagner moi-même avec les histoires qu'ensuite je vais envoyer ailleurs. C'est réfléchi, c'est envoyé et ensuite on passe à autre chose. Mais à la fois, je trouve que c'est sécurisant. Sécurisant, non, je trouve ça génial. Parce que dans la première époque de Vendée Globe, et aussi dans les courses qui le prédatent, comme le Whitbread, il avait la foule, pas comme ici, mais qui était présent pour le départ. Et ensuite, les gens ils partaient, ils envoyaient peut-être un message par radio dans les 3 semaines. Et ensuite, ils sont arrivés ou pas de l'autre côté, barbus, bronzés, encroustillés par le sel. Et c'est là qu'ils ont eu la chance de dérouler leur pelote de laine et toute leur histoire. Mais c'était fait en décalé. Et du coup, maintenant, on est capable de transmettre nos valeurs, nos histoires, celles de nos partenaires, beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus interactif. Et je suis capable de répondre aux questions que je vais avoir sur le bateau. Et du coup, oui, c'est génial, c'est génial. Tu vois, c'est pas en jouant le final de Top 14 qu'on peut taper sur l'épaule d'un joueur de rugby en disant comment ça se passe à l'instant. Et du coup, nous, ce qui est unique par rapport à ce qu'on fait, c'est qu'on le fait et on a produit le message aussi et on l'envoie. Et du coup, on est un petit peu reportateur pour faire vivre le message nous-mêmes. Donc c'est un peu particulier, mais c'est chouette. Mais c'est super chouette. Ouais, vraiment. T'avais une question, Tom? Du coup, la solitude se vit différemment, non? Si on peut être connecté au monde, pas trop. Non, même avec la connexion en satellite, la solitude, ça se sent toujours autant. Parce que techniquement, si on est dans la galère, il faut penser à tout avant d'agir. On ne peut pas grimper jusqu'à la tête de main et ensuite dire je n'ai pas ramené ma clé de 13 et du coup, quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? Donc il faut réfléchir à tout. Donc la solitude, le fait d'avoir le poids de tout sur les épaules,
bah ça ne va pas changer avec la connexion en satellite. Et des fois, ça coupe un peu dans les deux sens, dans le sens qu'il a plus de connexion, mais ça enforce la solitude parce que tu peux approcher un petit peu la relation, mais ensuite il a toujours la barrière de distance et du coup tu peux faire coucou avec les enfants davantage parce que tu es un peu plus proche, tu es un peu plus présent, mais toujours jamais là. Okay. Oui, tu as une famille du coup qui te suit. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Combien d'enfants? 2 enfants qui sont à 6 et 4 ans. Ils sont aux États-Unis, en France? Non, en France. Ouais, non, je vis en France. Je suis le plus français, le plus breton des Néo-Zélandais. Ouais, okay. C'est ça. Merci. Génial, plaisir. Pour cet échange, c'est très sympa. C'est cool. Ah si, j'ai quand même quelques questions. Ok, dis-moi. C'est quoi en performance? On va parler un peu de... Ok, donc là ça chauffe. Ok. C'est quoi ton rêve en performance? Là on parle juste de perf. Tu dirais que tu peux aller chercher ton truc de rêve. De faire le podium entre les bateaux à dérive. Donc ça, en termes de perf pure, c'est ça mes ambitions. On a beaucoup fait évoluer le bateau, mais il reste les bateaux qui sont plus rapides sur le papier, et surtout 2 bateaux à dérive neufs, celle de Jean Lecam et Eric Pellion. Donc si je peux rester avec eux... Est-ce que tu as envie de battre le cam? Oui. Ouais. C'est... Tu vois... Ce qui est chouette avec Jean, le fait qu'il est revenu pour sa 6e Vendée Globe, c'est que si tu as un joueur de foot actuel, tu ne peux pas battre Maradona. Tu vois, c'est plus possible. Donc ça serait cool. Mais surtout, je souhaite profiter. Parce que la dernière fois, j'étais écrasé par les problèmes techniques, par le dématage. Et du coup, c'était plus une histoire de remonter la pente infinie. Que de vrais plaisirs. Et du coup, cette fois-ci, le bateau est beaucoup plus préparé, j'ai plus de confiance en lui et en moi. Et du coup, je souhaite que je peux tirer sur nous-mêmes et profiter en faisant ça. Petite curiosité, est-ce que tu as dans la flotte, est-ce que si tu devais me donner une skippeuse ou un skipper que tu admires? Quelqu'un qui te fait rêver? Franchement, j'admire tout le monde. Et c'est pas une réponse bidon. Parce que entre nous, on se comprend. Parce que si on est le propriétaire de bateau, si on est un pilote embauché par un écurie, on a tous bataillé pour avoir notre place ici. On a le respect entre concurrents, on a le respect entre marins, parce que les autres sports qui se déroulent sur la pelouse, tu peux voir respect pour la concurrence, mais si tu le craches dessus, ça ne change pas grand-chose. Mais entre nous, le fait qu'on ait le respect pour potentiellement mettre nos propres vies dans leurs mains, dans le cas de problèmes avec nous, où on le sait qu'on est là pour l'un des autres. Et du coup, pour moi, ça, c'est un profondeur d'engagement entre nous qui est beaucoup plus fort qu'on trouve ailleurs. Ouais. C'est une vraie équipe en fait, une équipe qui fait tourner le monde ensemble et qui se tire un peu la bourre pour... Exactement, oui. C'est chouette. Pour toujours fêter l'arrivée ensemble. Faire la teuf à l'arrivée. Ouais, c'est ça. Ça te va, on a parlé de plein de trucs, c'est chouette. C'est cool, bravo. T'es pas trop mal de l'autre côté des micros. C'est stylé, oui. C'est chouette, après on va aller là, tes équipes elles vont faire des petits ateliers, on va un peu les aider et puis on va aller voir après avec Simon sur Et du coup on peut visser là-dedans, ouais. Ça, cette version-là, tu les popes en fait avec des rivets. Oui, Tu construis n'importe quelle étagère, tu popes et sinon tu mets des vis dans l'alu. Et après tu peux l'aménager un peu comme tu veux. Nous on a pas mal de boîtes qui font ça. Et après, moi je suis curieux de voir sur la base de l'Orient, quand tu fais les allers-retours, comment ils l'utilisent et tout. On a montré ça, oui. Oui, c'est génial. Vélo et à la main, Pas encore à vélo, c'est facile, mais on a testé l'autre jour. Il m'a dit que tu faisais un vélo électrique là. Oui, ça, cool. Exactement. Pareil avec la notion de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux. J'ai un vieux VTT dans lequel j'ai mis les roues lisses, ou les pneus lisses. Et du coup, avec les chutes de carbone qui étaient générées par le chantier ici avec le bateau, je vais demander à l'équipe, quand je ne suis pas là, de fabriquer la boîte et faire le vélo cargo avec la boîte devant. Et là, tu auras un truc, tu feras tout avec toi. Quand même. Remorque. Stylé, plus besoin de la voiture, c'est cool. Chouette. Écoute, c'est vraiment ça, oui.
Non, non, mais par rapport au camion lui-même, je vous demandais, donc avec le concurrence, parce qu'il a le modèle allemand, le Carla Cargo. Oui, Carla Cargo. Et du coup, je vous demandais... c'est quoi tous les nouveaux acteurs sur ce monde-là? Oui, bah, comment tu vois ça? Comment tu le distingues? L'offre que vous avez créée ici? Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, effectivement, en ce moment, la mobilité, elle est en mouvement aujourd'hui. Et notamment dans les centres-villes où c'est congestionné, et plus pour une question d'argent que d'écologie. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, les anciens acteurs en véhicules utilitaires ou en camion, aujourd'hui, dans les villes, eh ben, ils sont bloqués dans les bouchons et ça peut stationner. Oui. Et donc ça pose plein de questions logistiques. Oui, c'est sûr. Et tout notre monde, nous, de la cyclo-logistique vient de là. C'est vraiment ça. Alors même si nous, on est plutôt orienté pour l'écologie et la décarbonation, c'est un peu ça. Et donc tu as plein de solutions qui arrivent. Tu as des solutions qui sont vraiment très organiques, Carla Cargo, Bicilive, donc des solutions de remorque non électriques que tu vas tirer pour être vraiment très souple, très agile, à très bas coût. Et c'est des super produits qui sont super pratiques. Et puis après, mais par contre, qui vont trouver une limite quand on va aller, parce que nous, notre objectif, c'est avec la forte charge. Avec de la forte charge et puis aller à travailler avec des entreprises qui ont des flottes et notre objectif, c'est vraiment de transformer des boîtes. Et dire, tu vois, là on bosse avec Amazon, c'est une boîte qui a des... Mais tu vois, aux US, ils avaient une flotte de véhicules utilitaires, et c'est leur dire, mais les gars, vous n'avez pas besoin d'un véhicule utilitaire qui fait 3 tonnes pour transporter 300 kg. C'est une connerie, t'en as pas besoin. Et avec un vélo et une remorque qui fait 150 kg, tu peux mettre 300 kg. Et pour ces boîtes-là, qui sont très orientées santé, sécurité des salariés ou autres, si tu leur dis, tire des trucs sans assistance, pousse à la main, bah, ça rentre pas trop dans leurs critères. Et du coup, c'est pour ça vraiment qu'on a dit, il faut quelque chose d'assisté pour transporter de la charge, pour pas se faire mal, pour travailler toute la journée. C'est vraiment un produit pro. C'est un produit pro, voilà. C'est vraiment un produit pro. Et donc nous on l'a fait pour les pros, pour remplacer des véhicules utilitaires sur le dernier kilomètre. Et donc tu as la cyclo-logistique entre B2C et B2B, c'est-à-dire pour les artisans, pour les poids légers. Après tu as nous, qui faisons du lourd. Et puis après tu vas retrouver les véhicules utilitaires électriques. Oui, en mode cyclo et autres. Tu as les purs électriques, les purs... Et donc c'est un peu ça, et le paysage de la nouvelle mobilité, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait personne ne sait quelle va être la meilleure solution, et il va y avoir plein de nouvelles solutions. Et sans doute il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde, c'est sûr, selon les usages, mais on est en train de se réinventer quoi. Parce qu'en fait il y a 100 ans, on a inventé la bagnole, donc, et tout s'est créé, de la coccinelle au truc, au camion, et là on réinvente les nouvelles mobilités aujourd'hui. Et tu les vois apparaître petit à petit. Donc nous on fait ce projet-là pour les vélos, on fait un projet pour des... Maintenant on travaille sur un projet pour des véhicules sans permis. D'accord, ok. Des petits véhicules sans permis, je sais pas si tu connais, les Citroën Lamy, les trucs. On développe le même modèle pour aller derrière. Parce qu'elles n'ont pas de capacité pour tirer. Et donc on fait ça, d'accord, ok, très bien. Des nouvelles gammes. D'accord. Et du coup, il y a toute la norme à naviguer aussi, parce que là, il faut... à chaque fois. Donc ça a été 6 ans de travail pour faire la norme sur les remorques. Là, on travaille avec l'État pour une nouvelle norme. Parce que Renault, ils ont sorti le Twizy, ils ont développé une autre gamme, c'est ça, avec un mini truc remorque avec 1 mètre cube, je pense. T'as vu ça? Comment t'as vu ça? Je sais pas, j'ai vu ça dans une annonce. Parce que tu parles de... Si tu parles... Non, je parle pas de ça, non, je parle de lui. Lui? Et du coup, il y a le Twizy 1 et le Twizy 2. Et ben là, tu as la remorque derrière. D'accord, incroyable. Ça, c'est nous. Ça, c'est vous. Génial, ok. D'accord. C'est la même techno, mais pour ça. Et donc, voilà, elle envoie ça et en puissance... c'est plus puissant, c'est plus tout quoi. Mais c'est pareil, tu prends un Kangoo électrique. Un Kangoo électrique, ça pèse 3-4 tonnes, ça va super vite, ça consomme énormément d'énergie. Et quand tu prends un petit Twizy, une petite remorque, c'est beaucoup moins lourd, beaucoup moins... Mais pour plein de cas d'usage, ça suffit. Donc en fait, parce qu'en fait, c'est ça, la décarbonation, tout le sujet, c'est de dire, c'est comme la consommation des maisons ou des bateaux. Il faut d'abord réduire ta consommation. Avant de vouloir produire propre. C'est ça, exactement. C'est comme une maison, il faut mieux l'isoler avant de mettre plein de panneaux photovoltaïques. C'est ça. Et le transport, c'est pareil. Il faut d'abord se dire, pour transporter 100 kg, de combien de poids j'ai besoin? Et il faut la juste solution pour le faire. C'est ça. Et il y a des moments où tu as besoin d'un truc très lourd, il y a des moments où tu n'as pas besoin. C'est comme ça que tu consommes moins. Et après, si tu le fais en électrique, et voilà. Donc c'est un peu notre. Et puis on essaye de tout faire en France, on fabrique en France, on invente en France. C'est pareil, c'est une aventure. Il faut trouver des financements, des fois ça marche très bien, tu as des hauts, des bas.
Et on est à fond avec une équipe à fond depuis. C'est cool ça. Et du coup, avec la batterie tout en bas, ben, le centre de gravité de l'appareil, il a pour prévoir justement l'aménagement, il faut faire vachement gaffe par rapport le VCG, le Vertical Center of Gravity. Ouais. Ouais, alors nous on appelle ça le SSF dans... Okay. Donc en gros c'est tout le sujet, tu poses les bonnes questions, c'est comment faire le véhicule le plus optimisé en termes d'empreinte au sol, qui circule partout et qui est sécurisé. C'est vraiment le sujet de ce véhicule. Donc tout ce que tu aménages à l'intérieur de la carriole, là tu pourras circuler avec, c'est bon, ça tient, c'est fait pour. Mais c'est des vraies questions qu'on a dans notre développement, c'est-à-dire qu'on calcule la largeur, ça fait 1 mètre de large maximale pour passer partout et sur les pistes cyclables. Et donc du coup tout ce que tu mets dans cette caisse, tu n'auras pas de problème de stabilité. Mais c'est des questions qu'on a vachement travaillé. Les premières versions étaient trop étroites, elles se renversaient, après on les stabilisait. Et effectivement il faut mettre le plus d'éléments en bas. Et alors la batterie ici, c'est aussi parce qu'en fait dans le dernier kilomètre, si on veut que les boîtes nous acceptent nos véhicules, même si c'est des véhicules décarbonés, moi mon objectif c'est que ce soit surtout que les boîtes elles l'achètent parce qu'elles font des économies. Je pense que pour avoir de l'impact en énergie, il faut prouver que non, tu dois être productif normalement, ça doit aller avec. Et donc du coup la batterie à câble, tu vois, on a des boîtes de logisticiens par exemple aux États-Unis. Les machines elles roulent de 6h du mat à 11h le soir. Et en fait elles arrivent à l'entrepôt et pof, et le mec il change la batterie et ça repart. Comme ça. C'est incroyable à quel point c'est facile. La batterie elle est chargée dans un coin, le gars il arrive, il va dire tiens Johnny, il prend sa batterie, il va la charger, il ramène son autre batterie, il met. C'est ouf à quel point c'est simple. Bah c'est, tu vois, c'était quelques années d'ingénierie. C'est pareil, les verrous, c'est des trucs cons, mais tu ouvres les portes 50 fois par jour, faut tout le temps que ça s'ouvre. Ça roule, faut pas que ça se dévisse, donc tu marques tout. Et puis... Non, bah, j'ai vu l'attention aux petits détails immédiatement quand je vois le truc. C'est important parce que nous, c'est pareil, les machines, elles sont. Parce que là, vous avez une utilisation très douce de la machine, elle roule quasiment pas chez vous. Mais nous, nos clients, ils l'utilisent 50 km. Aux États-Unis, il y en a celles qui roulent le plus, elles font 2500 km par mois. 2500 par mois. Ouais, on a les datas, t'imagines, 2500 incroyable. Waouh. Ça roule tout le temps. T'imagines tout le temps. 6h, 23h. Ça roule de Manhattan. Et en fait, nous, imagine t'as un problème, parce que nous, on voit une carriole 10 000 balles. C'est à peu près le prix, en fait, à 10 000 balles, on est industriel, on a notre marge, mais c'est... Si t'as un truc qui se dévisse et qui t'appelle pour une question de garantie, tu peux pas vivre. Donc t'es obligé d'être hyper rigoureux sur ça. Mais du coup c'est une bonne école pour tout optimiser. Et toi t'es sûr que ta machine qui est en aluminium, elle va durer à... Parce que ça c'est un autre truc, c'est que dans la machine, c'est que des sous-ensembles. Donc tout est montable, démontable. Tu vois le timon, on peut le démonter. La roue, on peut la démonter, le carter on peut le démonter. Ton bloc électronique tu peux le swapper. Ce qui fait qu'en fait c'est une machine qui est faite pour vivre tout le temps. Dans 10 ans tu dis putain les gars ma carte électronique elle marche pas, et ben on change la carte et ça repart. Et tout le reste est bon. T'as un accident, tu te prends un truc, ah bah tiens j'ai perdu ma... Et ben on va venir te changer ça, ça repart. Tout est en alu, tu connais les qualités de l'aluminium dans le monde marin, on sait ce que c'est. C'est fait pour, c'est un outil de travail qui est fait, tu vois, c'est vraiment un outil de travail qui est fait pour durer dans le temps. Nos machines à Paris les plus vieilles, elles ont 7 ans. Si tu vas te balader à Paris, tu entends, tu vois des grosses machines bleues Stuart et elles roulent encore. On les rachète, on les revend. C'est magnifique. Je suis ravi de faire partie de cette expérience. C'est sympa, nous on est vraiment très fiers aussi de l'utiliser, c'est très sympa comme application, on est content, puis tes gars ils sont contents et tout. Poste de veille actif, parce que surtout avec nos rideaux de douche, la barre, ça reste à l'extérieur. On peut barrer ici, mais c'est plutôt juste pour avoir un retour de sensation. Et ensuite, c'est la pilote qui fait le job. Tu pars quasiment pas, non, quasiment pas. Parce que le pilote est super chiadé. Et c'est plus intéressant d'optimiser sa performance. Et moi, je fais autre chose dans le réglage ou la nav, la stratégie que de juste être ici. Si je suis en train de barrer, je suis en train de que barrer. Si je suis en train de faire autre chose, je peux faire 1000 autres choses. C'est beaucoup plus efficace.
pilote, moi je règle, je gère la trajectoire, je gère la fonctionnalité de pilote. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Ouais, donc le pilote, il a plusieurs paramètres avancés. Et du coup, pour donner une idée, je peux configurer tout ça et pour qu'il se comporte comme je veux. Et je peux dire que quand il est à battre, à quelle force et avec quelle réactivité il va relofer pour reprendre la consigne. Et du coup, chaque élément de sa performance est décortiqué ici pour que je peux le régler en événement. Donc c'est un petit peu une usine de gaz, mais dans le même sens que vous, quand il a le moteur qui se déclenche, et du coup tu peux régler sa réactivité, la force de couple, le rampe de vitesse et tout, bah c'est exactement le même genre, sauf que c'est en 3 dimensions. Donc tout ça. Et du coup, je peux aussi piloter le bateau en fonction de... Tu peux lui demander, tu peux lui avoir des critères sur la gîte, tu peux avoir des critères sur la dynamique quand tu l'offres, quand tu vas. Exactement, ouais, c'est ça. Tous ces éléments-là sont séparés. C'est impressionnant. Ouais. Et du coup, avec le nav lui-même, on utilise le logiciel de navigation qui s'appelle Adrena. Et du coup, il est utilisé pour la navigation, pour la sécurité en mer avec l'AIS et le système de anti-collision, et aussi pour l'analyse de data. Et du coup, quand ça charge, voilà. Donc ici, on a le carte, voilà, pour montrer où on est, où sont les autres. Et du coup, ça, cette ronde multicolore, c'est la flotte ici, empilée un sur l'autre. Et ensuite, une fois lancé, ben, on a la position qui se met à jour automatiquement tous les 4 heures. Et du coup, je peux analyser la perf de eux par rapport à moi. Et ensuite, je peux router leur position et le mien pour voir s'ils commencent à créer un vrai avantage d'être un petit peu plus dans le nord, un peu plus dans l'ouest. Et ensuite, il a beaucoup de paramètres de bateau. Donc il a, ça c'est ma carte de garde-robe avec les 8 voiles à bord. Okay. Donc ça c'est le code 0, et ensuite le J2, le J3 et ensuite le J4 au-dessus. Et ensuite il y a des lignes pour où est-ce que c'est plus efficace de mettre les riz. Selon la force du vent et le cap. Et l'angle de vent. Ouais, donc ça c'est la force de vent et ça c'est l'angle. Donc auprès jusqu'au portant. Et ensuite, ici, il a les penses bêtes de quand je suis ici, bah, il faut X ou Y paramètres pour y aller avec. Et surtout, ici, bah, ça affiche toute l'info des capteurs. Et du coup, la configuration de bateau avec les voiles, le ballast, combien de dérives il faut mettre. Et surtout, en rose, c'est la vitesse pourcentage et la vitesse cible. Que selon l'angle et force de vent, on a déjà logué toutes les datas pour indiquer quel est le maximal de la théorétique. Et du coup, je suis en train de passer ma bac tout le temps. Parce que l'examen est en train de se faire en temps réel pour dire bah, t'es bien, t'es nul, t'es à 80%, t'es à 90%. Ça doit être c'est une vraie stratégie de se dire je suis pas parfaite, il faut pas que je change maintenant parce que ça révolue. Exactement. Ouais, exactement. Tu peux pas évoluer tout le temps, tu es obligé d'anticiper. Exactement. C'est ça l'arme du bar. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est de comment gérer le changement, parce que ici, ça c'est le grand spi. Et du coup, si je suis en train de faire le portant descendu pour faire BMG, sous spi et ensuite devant rente, est-ce que je passe au grand génac entre eux, ou est-ce que je passe direct, je saute cette étape-là et je passe direct au petit génac? C'est quoi l'évolution de vent? C'est quoi la période pour l'évolution de vent? Est-ce que c'est juste une petite variation, ou est-ce que c'est un changement systématique et du coup il faut l'anticiper ou être réactif? Le tableau clair, tu dois pas beaucoup la mettre.
Le quoi? La bleu clair, je sais pas. Le bleu clair, celui-là. Tu vas pas beaucoup là? Bah, il a assez peu de range, mais quand on est dedans, on est très content d'avoir ce voile. Ah ouais. C'est la gauche générique pour faire les ongles un peu faits. Okay. Donc c'est le voile qu'on attaque fort avec. Okay. C'est un diagramme qui est prédéfini ou c'est toi qui l'as construit d'expérience? On construit ça en fait. Ok, d'accord. Par rapport à ce bateau, par rapport à... Les tailles, la forme des voiles. Ok, ouais. Ah oui, il n'y a rien de théorique. C'est toi... c'est les principes, mais tout est validé. Ouais. Tout ça, c'est vraiment, tu vis avec ça. Et ensuite, bah, il a le ballast, il y a les voiles, quelles voiles je vais utiliser. Ah oui, les différentes voiles... Selon les conditions. Ouais. Et tout ça dans des circonstances assez rudes. Parce que oui, effectivement, le siège baquet c'est fondamental, mais c'est scratché au sol pour ne pas sauter partout. Et tu l'enlèves selon le vent, c'est ça? Tu le mets sous le vent? Non, c'est toujours au vent. Tu le mets toujours au vent? Ouais. Et du coup, tout le matériel... Tu le mets toujours au vent? Ouais. Et du coup, avec ce siège-là, l'ordi ici, et du coup, je suis posé là. Mais si il a de fortes accélérations et décélérations, ben, je peux tourner pour être dos à la route carrément en cas de collision. Et surtout, ben, le bateau il accélère, il décélère en permanence assez brutalement. Et du coup, le plus safe, le plus confort, c'est dos à la route. Ah, le plus confort, c'est dos à la route. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu peux tourner ton écran comme ça? Ouais. Et ça, tu l'adaptes, tu le scratches comme tu veux. C'est ça, oui. Et du coup, je dors ici sur en dessous de la banette. Je matos, je mets tout le matériel amovible sur le bateau, donc tous les spares, tout le bouffe et tout ça. Et je dors ici, sur un pouf à billes, derrière le mur, pour ne pas être éjecté par le mouvement brutal. Et aussi, il faut imaginer que le bateau il est gité à 30 degrés. Ce qu'il me disait à Maury, il me dit que c'est un gitard, il gîte tout le temps. Ouais. Ah ouais. Ça gîte tout le temps. Et du coup, tout ça à 30 degrés, et ensuite à 30 degrés, et ensuite il saute tout le temps avec des vagues. Et c'est assez brutal, c'est pas un petit paf avec chaque vague, c'est une collision à chaque fois. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est difficile même à manger. Tu t'habitues, t'as raison de dire. Ouais. Et la bouffe, du coup, c'est lyophilisé. C'est lyophilisé, il y a le réchaud qui est là. Ouais, donc les réchauds, lui, il est fixé. Tout est minimaliste, et ça clipse, là. Du coup, avec le gîte de bateau, bah, lui, il reste debout. Quoi? Mais surtout, avec le mouvement de bateau, c'est difficile à piloter le cuillère entre la casserole et la bouche. Tout est en train de bouger tellement que... Et ton corps il s'habitue? Ouais. Ben, on est fatigué, tu vois, mais... Ouais. C'est pour ça qu'on mange autant aussi. On mange à 6000 calories par jour. Ah oui? Ouais. Ouais, t'es toujours en activité. Tout en activité, H24. Ouais. Pour bouffer des burgers. Ouais. C'est énorme, hein. Ah, c'est beaucoup, ouais. 6000 kg. En même temps, ça doit tellement être tout le temps. Et tu dors? T'arrives? Tu dors par 45 minutes? De 20 minutes plutôt. Ah, 20 minutes? Voilà. Mais, ah, c'est 20 minutes, je pensais que c'était. T'arrives à faire 20 minutes? Pendant 3 mois. Ouais. Ça doit être dur là. De reprendre dans après. Dans le sud, je peux dormir un peu plus parce que l'océan est vide et du coup il n'y a pas de risque de collision. Et du coup, si la météo est stable, bah, je me permets de dormir un peu plus. C'est plus quand tu es au départ de course, quand il y a les bateaux à côté. Toute la descente à l'Atlantique, je ne vais pas dormir plus que mais une fois bien avancé dans le sud, je peux. Et c'est les concurrents ou les paquebots que tu veux éviter? C'est les deux? Les deux. Mais surtout, s'il y a une ébullition de vent, et il faut que je suis dessus. Et du coup, il ne faut pas être pris par surprise, parce que les alizés... par un nuage méchant. Là, j'ai vu que la météo, elle était cool jusque... Ouais, c'est ça. Le départ, il va être cool. Mais sinon, j'ai le réveil. Ça, c'est le réveil? Ça, c'est le réveil. Avec un gyrophare. Et du coup, tout est en scratch au velcro ici. Et du coup, je déplace
le buzzer, l'alarme, pour qu'il soit juste au-dessus de la tête, comme ça. Et ensuite il clignote avec son gyrophare pour... Mais là, toutes les 20 minutes, t'entends ce bruit-là. C'est ça, ouais. Tu t'es pas dit, genre, je vais choisir une musique sympa ou un truc, un peu plus. Non, et en plus, je peux changer la tonalité pour que si je suis habitué avec un... Bah, ah oui, tu changes ouais, pour pas que le cerveau, ouais. il... C'est ça, ouais. C'est la folie. C'est la folie. Ouais. Ça fait vraiment alerte totale. Genre. Oui, c'est ça, ouais. Bon, bah, tu vas partir.